Veuillez vous asseoir. Nous, peuple consolés, nous assurerons la grandeur. Entre juin au doux soleil, entre juin puis contre juin, jour sacré soit le témoin. J'invite Monsieur le doyen de la faculté de médecine à vérifier le dossier académique du candidat et à certifier que les conditions sont remplies pour la soutenance de cette thèse. Monsieur le chef des travaux, Dr Pierre-Michel Tamabialé Ronsengi Yungwa. Nous, professeur Roger Mbungu Mwimba, doyen de la faculté de médecine, agissant au nom du secrétaire général à la recherche de l'université de Kinshasa. Vu le rapport établi par le service technique du secrétariat général à la recherche de l'université de Kinshasa, chargé d'examiner les documents constitutifs du dossier présenté par le candidat, Monsieur le chef des travaux, Dr Pierre-Michel Tamabialé Ronsengi Yumba, à savoir ses pièces administratives, son cursus académique et les divers certificats et diplômes antérieurs exigés, la régularité de son inscription à l'épreuve d'agrégation de l'enseignement supérieur en médecine et le paiement des frais y afférents. Déclarons que le candidat a observé toutes les prescriptions légales et réglementaires et qu'il remplit toutes les conditions requises pour présenter sa thèse en vue de l'obtention du grade d'agrégé de l'enseignement supérieur en médecine. Fait à Kinshasa le 27 avril 2023 pour le secrétaire général à la recherche, le doyen de la faculté de médecine, Roger Mbungu-Mwimba, professeur ordinaire. Le doyen de la faculté de médecine a présenté le candidat. Docteur Tamabialé Ronsengi Yumba, et vérification des documents scolaires et académiques versés dans son dossier et des textes légaux relatifs à l'épreuve de la thèse d'agrégation de l'enseignement supérieur en médecine. L'an 2023, le 27e jour du mois d'avril à Kinshasa, nous, professeur Roger Mbungu Mwimba, doyen de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa, procédons à la présentation du docteur Tamabialé, à la vérification des documents scolaires et académiques versés dans son dossier, à la vérification des textes légaux relatifs à l'épreuve de la soutenante thèse de l'agrégation. Attendu que le docteur Tamabialé Ronsengi Yumba est né à Massissi, attendu qu'il est domicilié à la commune de Lemba, maison D3, plateau, ainsi qu'elle atteste son attestation, document de résidence, attendu qu'il est détenteur d'un extrait de casier judiciaire vierge délivré à Kinshasa, attendu qu'il a effectué ses études primaires à Bukavu, école primaire Kabou-Toussaint, et a obtenu un certificat d'études primaires, attendu qu'il a fait des études secondaires à Bukavu, collège Al-Fajiri, de 1984 à 1990, et a obtenu le diplôme d'État, attendu qu'il a entrepris des études universitaires de docteur en médecine de 1990 à 2002 à l'université de Kinshasa, et qu'à l'issue de ses études, il a obtenu le diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchement avec mention distinction, attendu qu'il a poursuivi de 2012 à 2014 des études post-universitaires de master en pharmaco-épidémiologie et pharmacovigilance avec mention grande distinction. Attendu que par décision rectorale numéro 072 /R 2023, il a été autorisé à soutenir sa thèse de doctorat de l'enseignement supérieur en médecine. Attendu qu'il a pris son inscription aux études doctorales, attendu que le contrôle des similitudes de sa thèse a donné un taux de 8% pour un maximum toléré de 15%. Attendu que le jury contenu dans la décision rectorale numéro 72 /R 2023 du 4 avril 2023 est constitué comme suit. Membre effectif, professeur Dr Sitokiban Zananitouma, président. Professeur Dr Messiaka Ounou, secrétaire. Professeur Dr Tonalutete, membre et promoteur. Professeur Dr Mampunza Mamiezi, membre et copromoteur. Professeur Dr Bouri Christian, membre. Membre suppléant, professeur Bodi Mabiana et professeur Kamangou Tamboué.
Attendu que le quorum exigé est atteint et que les jurys peuvent valablement siéger, invitons le président de séance à autoriser la soutenance de la thèse du docteur Ntama Byaliro Sengi Yumva, faite à Kinshasa le 27 avril 2023, Roger Mbumba, doyen de la faculté de médecine. Autorisation de la soutenance de la thèse d'agrégation de l'enseignement supérieur en médecine de monsieur le chef des travaux, Dr Pierre-Michel Ntama Byaliro Sengi Yumva. Nous, professeur Antoine Chimpio Layaba, secrétaire général à la recherche, agissant au nom du recteur de l'Université de Kinshasa, attendu que le candidat a observé toutes les prescriptions légales et réglementaires et qu'il a rempli toutes les conditions requises pour présenter sa thèse en vue de l'obtention du grade d'agrégé d'enseignement supérieur en médecine, attendu que le jury nommé par décision rectorale numéro 072/UNIKIM/2023 du 4 avril 2023 pour procéder à l'examen de la thèse présentée par M. le chef des travaux, Dr Pierre-Michel Ntama Byaliro Sengi Yumva, a déclaré celle-ci recevable en vertu de pouvoirs qui nous sont conférés par l'arrêté ministériel numéro 292/Minesu/Cadmin/MNB/2021 du 16 septembre 2021 portant nomination de membres du comité de gestion de l'Université de Kinshasa, spécialement son article 2e et en exécution des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance loi numéro 081-142 du 3 octobre 1981 portant création de l'Université de Kinshasa, autorisons la soutenance publique de la thèse d'agrégation de l'enseignement supérieur en médecine de monsieur le chef des travaux, le docteur Pierre-Michel Ntama Byaliro Sengi Yumva, et passons la parole au président du jury. Fait à Kinshasa le 27 avril 2023 pour le recteur de l'Université de Kinshasa, le secrétaire général à la recherche, professeur Antoine Chimpi Wola Yaba. Jury, qui est pharmacien, il est PhD, il est chef adjoint du département de médecine et chef de l'unité de recherche sur la mise en œuvre des médicaments au Suisse, UPH, et professeur de pharmacie et de pharmacologie clinique au département des sciences pharmaceutiques de l'Université de Bâle. Il préside le Human Subject Research Test du Suisse UPH. Il soutient les scientifiques de l'Institut dans la préparation et la soumission des projets scientifiques au comité d'éthique du monde entier. Le professeur Bouri a suivi une formation de pharmacien à l'Université de Berne, en Suisse. Il est titulaire d'un doctorat en parasitologie médicale de l'Université de Bâle et a suivi une formation postdoctorale en pharmacologie moléculaire à l'Université Johns Hopkins de Baltimore aux États-Unis. Il est titulaire d'un diplôme en médecine pharmaceutique de l'Association suisse des professionnels de la pharmacie depuis 2000. Le professeur Makunza, chirurgie et accouchement depuis 1977, spécialiste en neuropsychiatrie depuis 1982, agrégé de l'enseignement supérieur en médecine depuis 1986. Le professeur Makunza est psychiatre, il est spécialiste en psychologie médicale, en psychopharmacologie et éthique et déontologie médicale. Chef de service de psychiatrie biologique, chef de département de psychiatrie. Il est médecin directeur CNPP, donc vice-doyen et médecin directeur CNPP, la faculté de médecine UNIKIM. Ça s'agit donc des charges
l'année passée. Il est secrétaire général académique. 12%. Même pour le poids de la mortalité en RDC qui, elle aussi, a augmenté. D'où la question. La RDC disposant des mêmes moyens que les autres pays, pourquoi il n'arrive pas à aboutir au même résultat? Et la proposition que peut-être il y a une utilisation irrationnelle de ces moyens de lutte qui sont pourtant efficaces. D'où notre question de recherche qui est de savoir comment sont utilisés les médicaments dans la prise en charge du paludisme simple en RDC, avec les questions secondaires sur la prescription de médicaments, sur les connaissances des patients et des communautés, les attitudes et vis-à-vis des cas de paludisme et bien sûr l'adhésion au traitement qui leur a été prescrit. De là, est sortie notre hypothèse principale qui suppose que l'usage des médicaments dans la lutte contre le paludisme n'est pas rationnel, aussi bien au niveau des formations sanitaires qu'au niveau des communautés, et nous avons émis les hypothèses secondaires qui peuvent être vues en rapport avec les prescriptions, les connaissances et l'adhésion au traitement. Notre cadre conceptuel montre que les activités doivent aboutir à des réponses thérapeutiques qui vont aboutir au contrôle du paludisme, donc à la réduction des cas et de la mortalité. Mais pour cela, il faut qu'au niveau des formations sanitaires, la prescription soit correcte. Il faut en plus qu'au niveau des ménages, ils connaissent. Ensuite, qu'ils aient la bonne attitude et lorsqu'ils ont le traitement, qu'ils adhèrent au traitement. Ça, c'est le résumé un peu de notre cadre conceptuel. Le but ultime de notre étude, c'est de contribuer à améliorer la prise en charge du paludisme. L'objectif général étant de faire un état des lieux sur l'utilisation des antipaludiques, aussi bien au niveau des formations sanitaires qu'au niveau des ménages. Nos objectifs spécifiques sont d'inventorier les médicaments prescrits dans les formations sanitaires, de décrire les connaissances, attitudes et pratiques de ménage et d'évaluer l'adhésion au traitement. Monsieur le secrétaire général à la recherche, monsieur les doyens, messieurs les membres du jury, voici les méthodes que nous avons utilisées. Deux grandes études ont été menées. La première, appelée URAP, usage rationnel des médicaments des antipaludiques, a évalué la prescription des antipaludiques dans toute la République démocratique, a évalué au niveau des ménages. Ces études se sont déroulées dans les 11 anciennes provinces, parce que lorsque nous avons mené la première étude, la RDC était encore constituée des 11 provinces, et donc nous avons gardé les mêmes sites de recherche. Voici la liste des formations sanitaires qui ont participé à l'étude URAP, dans les aires de santé dépendant de ces formations sanitaires. Bien sûr, les données ont été récoltées par des fiches vérifiées. Ceci, ce sont les variables que nous avons évaluées. Ensuite, ces données ont été entrées dans EpiInfo, exportées dans Excel, puis nous avons utilisé le logiciel Stata pour faire les analyses statistiques. L'analyse des déterminants a été faite en utilisant la régression logistique. Quels ont été les résultats que nous allons trouver? Donc nous allons présenter successivement les résultats qui ont été trouvés dans les différents articles que nous avons publiés. La première a été publiée dans la revue Malaria Journal et s'intitule Drug Use in the Management of Uncomplicated Malaria in Public Health Facilities in DRC. Cette étude nous a montré premièrement ceci. Lors de la mise des patients sous traitement, nous pouvons remarquer qu'autour de 48% des patients sont mis sous traitement sans que l'on ait confirmé qu'ils avaient le paludisme. On peut même compter parmi eux 11% des cas pour lesquels, malgré des résultats négatifs sur le paludisme, on a quand même initié le traitement anti-paludique. Autre résultat, des médicaments utilisés. Les médicaments recommandés, c'est combinaison artésunate amodiaquine ou alternateur du mefentrine. On voit en premier lieu artésunate amodiaquine, mais en deuxième lieu, un médicament que l'on connaît trop bien pour l'abandonner, de mon point de vue, la quinine, qui pourtant n'est pas recommandée en première ligne dans la prise en charge du paludisme. Autre élément, en plus des antipaludiques, plusieurs autres médicaments ont été utilisés.
Des antipyrétiques, c'est logique parce que le paludisme se présente sous forme de fièvre. Mais pas mieux, on trouve le métamizole que l'on connaît sous le nom de dipyrone, un médicament qui provoque des effets indésirables, hématologiques, irréversibles et indépendants de la dose. En plus de cela, nous avons trouvé beaucoup d'antibiotiques prescrits. Près de 2 tiers des patients ont reçu des antibiotiques sans aucune indication d'antibiothérapie. En plus, nous avons trouvé l'utilisation des vitamines qui semblent être communes partout, alors que nous allons les voir, les vitamines contrecarrent l'effet des antipaludiques et donc diminuent l'efficacité des antipaludiques. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire Général à la Recherche, Monsieur le Doyen, Messieurs les membres du jury et distingués invités. Nous allons vous présenter une leçon qui s'intitule « Pathologie médicamenteuse ». C'est une leçon qui peut être donnée aux étudiants de Master 1, qui est la nouvelle appellation de ce qui était alors la classe de premier doctorat. Dans cette leçon, nous allons parler des objectifs de notre approche pédagogique. Nous allons donner quelques définitions, parler un peu de l'épidémiologie, la physiopathologie, l'expression clinique et paraclinique. Ensuite, nous allons parler du diagnostic, de la prise en charge, avant de donner une conclusion. Nous allons vous présenter quelques références, c'est-à-dire des documents qui peuvent vous aider pour élargir vos connaissances sur le même sujet. Les objectifs de cette leçon, premièrement, en termes d'objectifs opérationnels, c'est de permettre aux futurs médecins de détecter, prendre en charge et prévenir les maladies qui sont causées par les médicaments. Quant aux objectifs pédagogiques, premier, nous souhaitons qu'au terme de cette leçon, l'apprenant soit capable de définir ce que c'est une maladie médicamenteuse, de décliner l'épidémiologie, la physiopathologie de ces maladies, de décrire la clinique, de diagnostiquer une maladie médicamenteuse, de prendre en charge des maladies médicamenteuses et bien sûr d'être capable d'en assurer la prévention. Notre approche pédagogique va consulter un enseignement qui sera interactif, qui est présenté sous forme de PowerPoint. Nous avons besoin d'un vidéoprojecteur bien sûr. Les notes de cours sont disponibles qui reprennent plus en détail ce que nous allons présenter. Beaucoup de documents sont sur Internet. Vous allez voir dans les références que nous allons donner, les références que vous pouvez trouver, ou bien vous pouvez vous rendre aussi à la bibliothèque. Nous avons l'avantage d'avoir une bibliothèque large et qui est bien organisée pour vous recevoir. L'évaluation de ces connaissances pourra se faire après qu'il y ait quelques cours pratiques et va consister en des questions, essentiellement des questions à choix multiples. En termes de définition, on appelle maladie médicamenteuse tout effet non intentionnel d'un médicament qui entraîne une mortalité ou morbidité avec des symptômes qui sont suffisants pour inciter le patient à consulter ou qui nécessitent une hospitalisation. En plus simple, une maladie médicamenteuse, c'est un effet indésirable qui nécessite des soins. Le terme anglais, presque toute la documentation sur les maladies médicamenteuses actuellement est en anglais, et donc il faut connaître le terme anglais qui est le DID, Drug Induced Disease. Du point de vue épidémiologique, la prévalence est variable selon les études. Une étude faite il y a déjà plus de presque 20 ans avait montré que les médicaments étaient responsables de 3 à peu près 17% des hospitalisations. Une étude récente en Inde, dans les hôpitaux tertiaires, a montré que jusqu'à 38% des patients venaient consulter dans ces hôpitaux, non pas pour un problème autre de santé, mais pour un problème provoqué par les médicaments. Une grosse méta-analyse déjà vers la fin des années 1900, qui a été confirmée par des études récentes faites par l'équipe de Hervé Lelouet au début de cette année, a montré que le médicament se trouverait entre la 4e et la 6e cause de mortalité. Cela signifie qu'il n'y a que 4 maladies ou 5 maladies qui tuent plus que le médicament au monde. Et le coût des maladies médicamenteuses s'élève à peu près 30 milliards de dollars aux États-Unis et 77 milliards d'euros en Europe. C'est le coût annuel
que le système de santé doit dépenser pour soigner les maladies provoquées par les médicaments. En Afrique, il n'y a pas encore suffisamment d'études qui ont été menées, mais l'OMS estime que la proportion serait peut-être supérieure aux autres continents à cause de tous ces problèmes de mésusage, de mauvaise conservation des médicaments, plus l'adjonction des médicaments à base traditionnelle dont on ne connaît pas les effets à court, moyen et long terme ou les interactions avec les médicaments. D'un point de vue physiopathologique, tout dépendra du type d'effet indésirable. Eh bien, les effets indésirables sont classés en deux grands groupes. Les premiers, ce qu'on appelle les effets de type A, ou augmenté, ce sont des effets pharmacologiques. Leur mécanisme d'action est directement lié à la pharmacodynamique du médicament. Par exemple, lorsqu'un patient prend un anti-inflammatoire non stéroïdien, l'inhibition de la production de prostaglandine qu'il entraîne fait qu'il y a une diminution de la protection gastrique contre les prostaglandines et indirectement une augmentation de la production gastrique. Et donc, un anti-inflammatoire non stéroïdien, quelle que soit la voie d'administration, va provoquer des troubles gastriques à l'individu, ou peut provoquer. Il y aura des facteurs de risque qui vont intervenir. Le deuxième groupe d'effets indésirables sont des effets qui sont indépendants du mode d'action des médicaments. Et ceux-là sont répartis en plusieurs groupes. Le plus grand, c'est les effets de type B. B pour bizarre. Ce sont des effets immunoallergiques. Leur mécanisme n'a rien à voir avec le mécanisme d'action du médicament. Par exemple, par quel mécanisme l'amoxicilline provoque un syndrome de Lièvre? Il n'y a absolument rien dans le fonctionnement de l'amoxicilline qui explique qu'il provoque un syndrome de Lièvre. J'ai perdu la projection. Rien dans les mécanismes d'action de l'amoxicilline qui explique par quel mécanisme il produit un syndrome de Lièvre. Seulement, le syndrome de Lièvre est une réaction du système immunitaire du patient contre la présence de l'amoxicilline dans son sang. C'est pour ça que les réactions de type B sont indépendantes de la dose. Et donc, ça peut être une toute petite dose et l'individu présente une réaction disproportionnellement très très grande. En dehors des effets de type B, nous avons les effets de type C. C pour continu. Ce sont des effets qui ne surviennent que lorsque le médicament est pris pendant longtemps. Exemple, lorsqu'un patient prend des corticoïdes, il ne développe pas un diabète cortisonique à la première, à la deuxième, à la troisième dose. Il faut qu'il ait pris le médicament pendant des mois pour que ce problème survienne. Et c'est ce que nous appelons les effets de type C. Exemple, par exemple, l'ostéoporose provoquée par les corticoïdes. Il existe un dernier groupe. En fait, on est allé jusqu'à U maintenant, mais juste pour des raisons didactiques, on s'arrête à D. Les effets de type D, D pour delay, tout est fait en anglais, retardé, donc D pour delay, retardé, ce sont des effets imprévisibles, un peu comme la granulocytose provoquée par la dipyrone. L'individu prend une seule dose de dipyrone, il se sent bien pendant une année, et au 13e mois, il développe une agranulocytose. En fait, le médicament initie un processus qui évolue à bas bruit pendant des mois et vient se réveiller plus tard en une réaction extrêmement violente et mortelle et souvent irréversible et indépendante de la dose. Donc la physiopathologie va dépendre du type d'effet indésirable qui est produit. D'un point de vue clinique, il n'y a malheureusement pas de signe pathognomonique qui indique que c'est le médicament qui a causé cet effet. Et d'ailleurs, dans la pratique, l'origine médicamenteuse d'une maladie sera toujours un diagnostic d'exclusion. Avant de conclure à une hépatite médicamenteuse, il faut avoir exclu que ce n'est pas une hépatite virale, parasitaire ou bien toxique. Et donc, la plupart des problèmes médicamenteux, malheureusement, sont attribués à d'autres phénomènes. Et donc, du fait que la population en général et le personnel médical n'est pas suffisamment informé, beaucoup de patients meurent avec des étiquettes de paludisme, de cardiopathie, alors qu'ils sont morts de médicaments. Un exemple clair, c'est beaucoup d'enfants sont morts par l'hypoglycémie provoquée par la quinine. Et tous ces enfants ont été catalogués comme étant morts de paludisme. Et on oublie que c'est un médicament qui a provoqué ce décès. Le
Du point de vue expression clinique, pour les effets de type B, on connaît déjà leurs manifestations. J'ai dit c'est les effets de type immunoallergique. Ils peuvent se manifester au niveau de la peau, sous forme d'urticaire, eczéma, vascularite. Au niveau du sang, sous forme de thrombopénie, d'agranulocytose. Au niveau du foie, on a surtout des hépatites cholestatiques, mais aussi cytolytiques, avec élévation des transaminases. Au niveau du poumon, on a des lésions pulmonaires qui sont souvent atypiques, qui sont les mêmes lésions que pour les autres pneumonies, mais qui sont causées par les médicaments. On a des signes systémiques, comme l'anaphylaxie, et la fièvre, qui est absolument perturbante, parce que par exemple, les antibiotiques, au 8e jour, peuvent provoquer un état de fièvre, et pour un patient sous antibiotiques, on discute, est-ce que c'est un échec thérapeutique, ou est-ce que c'est une fièvre provoquée par les antibiotiques. Au niveau des reins, on a de la néphrite interstitielle qui peut parfois se manifester sous forme d'hématurie. L'individu urine du sang et c'est un médicament qui provoque cela. D'un point de vue paraclinique, plusieurs examens peuvent être faits et je vous montre peut-être celui auquel on s'entendrait le moins. Voici un patient avec son poumon au jour 0, grossièrement, il n'y a pas de problème. Au jour 5, on remarque qu'il y a quelques opacités qui sont déjà dans le poumon et au jour 10, on a vraiment un tableau de pneumonie. Et la cause de cela, c'est un médicament qui est donné en psychiatrie, qui est le quetiapine, tout simplement. Et donc, on a différents types d'examens paracliniques qui peuvent nous aider à démontrer, ou qui peuvent nous aider à comprendre, voir les effets des médicaments. D'autres examens peuvent être faits, mais les examens biologiques dépendront de la pharmacodynamie du médicament. Ce sera sous forme d'élévation des transaminases, d'anémie, d'hypoglycémie, et on a par exemple dans les réactions allergiques souvent de l'éosinophilie. Cependant, il faut faire très attention dans la paraclinique des maladies médicamenteuses. Il y aura des examens qui vont confirmer la maladie médicamenteuse, il n'y en a pas beaucoup. Il y aura des examens qui vont éliminer la cause non médicamenteuse et d'autres qui vont présumer de la cause médicamenteuse. Par exemple, lorsqu'on se retrouve devant une maladie médicamenteuse, la présence d'anticorps spécifiques anti-médicaments peut confirmer que la pathologie est causée par le médicament. Et on peut avoir des examens qui éliminent la cause non médicamenteuse. On a un individu qui présente une cardiopathie et en essayant de voir toutes les autres causes de cardiopathie, on ne trouve pas. À ce moment-là, on se dit peut-être c'est médicamenteux. Et il y a des examens qui présument de la cause médicamenteuse. Par exemple, un individu qui se présente avec une allergie médicamenteuse, une éosinophilie, nous oriente que c'est peut-être la cause médicamenteuse. Et il y a un cas que j'ai personnellement vécu à la clinique d'Alema, un monsieur qui a pris du diclofénac pendant 6 mois pour des douleurs au genou et qui vient avec une hémorragie digestive. Évidemment, on passe au diclofénac. Mais lorsqu'on a fait des examens complémentaires, notamment la fibroscopie, elle a bien monté des varices œsophagiennes gonflées. Au niveau de l'estomac, il n'y avait pas d'ulcère. Or, le diclofénac agit en provoquant des ulcères. Tandis que les varices, les autres examens ont montré une cirrhose évoluant depuis plusieurs années qui était déjà décompensée. Et donc à ce moment-là, on s'est orienté plutôt vers la cause non médicamenteuse en se disant qu'il saigne plutôt à cause de la cirrhose que par son médicament. Donc, du point de vue diagnostic, notre outil principal pour le diagnostic, c'est l'imputabilité. L'imputabilité qui est un processus qui nous permet, à travers des algorithmes, de déterminer s'il est possible ou probable que le médicament s'en oppose. L'imputabilité procède par étapes. Nous utilisons des critères intrinsèques les plus importants, qui sont divisés en deux, les critères chronologiques et sémiologiques, et après nous utilisons des critères extrinsèques. On a des ennuis avec la Alors, parmi les critères intrinsèques, on a dit les critères chronologiques et les critères sémiologiques. Dans les critères chronologiques, nous regardons comment apparaît et évolue l'effet indésirable. Il a commencé combien de temps après le début du médicament? Est-ce qu'il a continué quand on a arrêté le médicament? Ou il s'est aggravé ou bien il s'est arrêté? Ces critères chronologiques, nous les mettons en relation avec la pharmacocinétique du médicament pour savoir est-ce qu'il y avait encore du médicament dans le sang à ce moment-là.
Autre chose que nous prenons, toujours dans les critères chronologiques, c'est nous regardons le symptôme, le temps nécessaire pour le développement de cet effet indésirable. Nous avons reçu un patient qui a présenté comme effet indésirable des neuropathies périphériques. Et ce patient venait de commencer à l'époque un traitement à la stabudine, un médicament qui était connu pour donner de neuropathie périphérique. Problème, c'est que ce patient a commencé ce neuropathie périphérique 2 semaines après avoir commencé le traitement. Or, la physiopathologie des neuropathies périphériques, c'est une destruction de la gaine de myéline progressive et ça prend des mois. Et donc, on ne peut pas incriminer le médicament. Dans les antécédents, cet individu était diabétique depuis plus de 20 ans, qui ne prenait pas bien son traitement. Or, le diabète déséquilibré à long terme peut provoquer des troubles, notamment de la neuropathie périphérique. Et donc, l'évaluation du symptôme en lui-même et de sa chronologie, de son histoire naturelle, nous la mettons dans les critères chronologiques. Et cela, nous le mettons sur une ligne. Nous voyons sur la ligne du temps quand est-ce que le médicament a été administré. On appelle ça challenge. La pharmacologie clinique se fait encore majoritairement en anglais. Donc, beaucoup de termes, c'est d'abord en anglais. Ensuite, nous regardons l'apparition. Quand est apparu l'effet indésirable, nous regardons à l'arrêt du traitement, le D-challenge, est-ce que l'effet est apparu ou pas? Est-ce qu'il a régressé ou est-ce qu'il s'est aggravé? Et ensuite, nous regardons en cas de réadministration du médicament, ce qu'on appelle re-challenge. Est-ce que l'effet réapparaît? Parce qu'un effet qui apparaît quand on donne le médicament, qui disparaît quand le médicament est arrêté et qui réapparaît quand on vous redonne, il y a beaucoup de chances qu'il soit causé par ce médicament. Donc ça, c'est le résumé des critères chronologiques que nous regardons. Par rapport aux critères sémiologiques, et c'est pour ça que chez nous, nous avons l'avantage de dire, l'habitude de dire qu'un médecin qui vient en pharmacovigilance doit être très fort en diagnostic différentiel. Et donc, il doit connaître, en présence de ce signe, cette douleur du genou, ou bien cette douleur au niveau du flanc droit, quelles sont les autres causes possibles? Quel est le diagnostic différentiel? Nous recherchons les autres causes possibles par rapport à cet effet, et tout cela est mis dans des diagrammes, dans des algorithmes, et nous permet d'obtenir une cote qui nous permet de dire l'origine médicamenteuse et certaines probables, possibles ou improbables. Voilà comment se fait le diagnostic des maladies médicamenteuses. Quant à la prise en charge, la première chose, c'est la prévention. Un des moyens de prévenir, c'est une pratique de la pharmacovigilance à travers le pays pour informer, rassembler les données, analyser, déterminer les facteurs de risque et communiquer avec tout le monde sur ce qui arrive. Ensuite, il y a l'usage rationnel des médicaments. Le simple fait d'utiliser rationnellement les médicaments. Juste une petite parenthèse, l'analyse montre en consultation externe, lorsque vous prescrivez plus de 2 médicaments, il faut s'asseoir et regarder est-ce que ce troisième a sa place avant de continuer. Malheureusement, nous trouvons souvent des ordonnances avec 6, 7, 8 médicaments, 11 médicaments, et dans notre pratique courante, lorsqu'il y en a 6, nous avons trouvé de temps en temps 2 médicaments antagonistes sur la même ordonnance. Un bêta-bloquant prescrit aux patients, plus la toux dans laquelle on a mis un antitussif qui contient un bêta-stimulant. Alors on se demande qu'est-ce qui se passe sur cette ordonnance. Autre élément de prévention, c'est la formation continue des médecins, ce qui est absolument nécessaire dans notre pays. Les mécaniciens, les chauffeurs suivent des formations continues. Le médecin devrait, d'autant plus avec raison, suivre formation continue et bien sûr le renforcement du système pharmaceutique pour nous assurer des médicaments de qualité. Quant à la prise en charge en soi, au plan individuel, donc la prise en charge va dépendre encore du type. Lorsque c'est un effet du type A, qu'il est pharmacologique, à ce moment-là, on peut diminuer la dose. La diminution de la dose peut entraîner une réduction des effets indésirables. Beaucoup de médicaments pour les effets du type A. On peut associer un traitement symptomatique de l'effet indésirable, comme ces personnes qui présentent des troubles gastriques à cause des anti-inflammatoires. On donne des anti-inflammatoires plus des inhibiteurs de la pompe à proton pour soigner l'effet indésirable. Attention, on ne fait jamais cela si c'est un effet du type B. On ne doit pas tenter de soigner l'effet indésirable. Pour le type A, ça va. C'est rare qu'on arrête au niveau du pays, on peut se dire on modifie
le résumé des caractéristiques du produit, c'est ça le RCP, les informations sur le médicament, on peut modifier en ajoutant une contre-indication, en diminuant le dosage adapté, etc. Si c'est un effet du type B, au plan individuel, souvent il faut arrêter directement le médicament et établir une liste d'éviction. Quelqu'un qui a réagi au cotrimoxazole est probablement allergique au sulfamide. Et donc il faut l'avertir que lorsqu'il devra prendre le furosémide pour soigner comme diurétique, lorsqu'il devra prendre le glibenclamide comme antidiabétique, qui sont des sulfamides, il pourrait réagir à cela et prendre déjà des précautions. Parfois, on fait de la prévention au niveau familial, parce que les réactions de type B peuvent être génétiquement déterminées, et donc il faut parfois dire aux familles, vous êtes allergique à tel produit. Au niveau réglementaire, oui, on peut associer le traitement symptomatique, c'est vrai, on traite l'effet indésirable, mais on ne va pas dire que voilà, vous gardez le traitement, mais on associe systématiquement le traitement symptomatique. Au plan réglementaire, souvent les effets de type B amènent au retrait du médicament. On le retire du marché carrément, rarement on modifie le RCP. Quant au pronostic des effets indésirables, il est variable. Il est plus réservé pour les effets de type B, ce sont les effets les plus mortels. Parce qu'en cas d'effet de type B, la réaction est croissante. Au fur et à mesure que l'individu prend un médicament, il fait une réaction allergique de plus en plus violente jusqu'à arriver à des niveaux de syndrome de l'IN. Et donc on a besoin d'une prise en charge précoce, adéquate, qui assure un meilleur survie. Sur ce point de vue, nous sommes très heureux de la collaboration qu'on a avec les urgences des cliniques universitaires. On nous a appelés parfois pour des patients chez qui on avait dû faire une trachéotomie parce qu'ils faisaient une macroglossie gigantesque qui fait que l'air ne passe plus. On a dû faire une trachéotomie. Et lorsque nous sommes arrivés, c'est une des expressions du syndrome extra-pyramidal induit par les médicaments comme alloperidol. Et à ce moment-là, avec eux, on a travaillé pour sauver la vie de ces patients. J'autorise les jurys à se retirer pour délibérer à huis clos sur l'ensemble de l'épreuve.